Céline Benecci, Julien Borovjic, bonjour. 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 Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. On va parler bien évidemment des législatives. Avant de parler de politique, avant de parler de projet, je voulais savoir un peu qui vous étiez. On sait que Julien Borovjic, vous êtes médecin, député, et votre suppléante, on la connaît un peu moins. Alors Céline, je vous laisse la parole. Déjà, qui êtes-vous et puis qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager en politique? Donc Céline Benecci, j'ai 43 ans. Donc je vis sur la commune de Saint-Galmier depuis 8 ans. J'ai 2 enfants qui ont 13 et 20 ans. Je suis conseiller délégué aux associations donc sur Saint-Galmier, président du conseil de surveillance de l'hôpital local Maurice-André. Et en parallèle, je suis contract manager dans une société de transport dans la Plaine depuis maintenant 10 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette campagne électorale des législatives? L'envie de m'engager auprès de Julien, avoir ce binôme déjà, puis continuer, ça fait déjà plusieurs années que j'œuvre dans les associations, je suis une femme de terrain, voilà. Pour le Téléthon, pour le comité du fête, le don du sang. Et on s'est rencontrés sur un conseil de surveillance à l'hôpital, donc je travaille beaucoup au sein de l'hôpital et voilà, on a des sujets qui sont communs, entre autres le bien vieillir, le mourir dignement, le handicap et beaucoup d'autres sujets que je souhaite travailler un peu plus dans le fond et puis surtout travailler sur le terrain, continuer à travailler sur le terrain et c'est une opportunité pour moi. Et pour vous, c'est quoi le rôle d'une suppléante? Alors le rôle de suppléante, c'est de pouvoir partager les tâches, pouvoir travailler sur le terrain, te dire voilà, moi je vais aller voir telle association ou telle entreprise pendant que toi tu ailles faire ça. C'est vraiment un partage d'idées. Et pouvoir aussi délester du temps à Julien pour qu'il puisse un peu plus travailler, lui, au niveau parlementaire. Donc, vraiment, tout en étant sérieux, mais en restant un brin dans l'humour. Ouais. Si M. Borovjic est nommé ministre dans quelques semaines, ouais, ce sera vous la députée. C'est ça. J'aurais me dégager du temps. J'aurais m'organiser. Bon, on a bien souligné que c'était de l'humour parce que je vois que vous avez un large sourire. Monsieur le député... c'est un sourire d'optimisme. En fait, c'est juste ça. Monsieur le député, vous qui êtes même d'ailleurs. Vous qui avez fait un premier mandat, je voulais vous demander comment vous avez vécu ces 5 premières années, ce premier bilan, et finalement si ce mandat de député correspondait à l'image que vous en aviez avant d'être député. Je crois tout d'abord qu'on a quand même traversé un mandat tout à fait particulier, qu'aucun député jusqu'alors n'a vraiment traversé. C'est le cas de le dire. Hein. Ouais, donc je pense qu'il n'y avait pas forcément de mandat type, en tout cas c'en est pas un. Mais un mandat sur lequel il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser, un gros travail, passionnant, vraiment passionnant. Et Céline l'a dit, en plus je pense que le fait d'avoir cette complémentarité sur un second mandat, moi me permettrait d'avoir encore plus d'applications dans le domaine législatif, vraiment sur le travail parlementaire, avec toujours le fait d'être raccroché à la réalité du quotidien et du terrain. Et donc, évidemment, des choses passionnantes à réaliser. On a déjà réalisé beaucoup de choses. C'était vraiment des moments parfois intenses. On l'a vu sur le Covid, on le voit encore sur l'Ukraine, avec des décisions importantes à prendre. Toujours en étant au plus proche des préoccupations du quotidien. Mais c'est des résultats qui sont là, qui aujourd'hui payent, et sur lesquels on a vraiment grande fierté sur les réalisations qu'on a faites. Donc oui, un mandat qui a été très prenant. Et puis parce que vous l'avez souligné, je suis encore médecin à mon cabinet médical et au SAMU. Donc ça a été très prenant, mais ça a été absolument passionnant. Est-ce que c'est difficile à vivre, toutes ces critiques? On a même beaucoup de députés qui ont reçu des menaces de mort. Le pass sanitaire, on a vu beaucoup d'insultes. Comment on le vit quand on est sur le terrain et qu'on est aussi aujourd'hui très présent sur les réseaux, toutes ces insultes? Je crois qu'il faut sûrement pas en prendre considération. Je parle des insultes, je ne parle pas des remarques. Moi, lorsqu'il s'est agi d'aller voir, notamment de rencontrer toutes les personnes pendant la crise des Gilets jaunes, on a fait les concertations qu'il fallait, on en a fait 15, on a rencontré plus de 1500 personnes, parce qu'il fallait savoir écouter, notamment pendant les Gilets jaunes, mais au jour le jour, sur les marchés, à la permanence, etc. etc. Après, lorsqu'il s'agit évidemment d'insultes sur les réseaux sociaux, bon, on est tous sur les réseaux sociaux, je crois qu'il faut savoir les utiliser comme ils sont et surtout pas rentrer dans la vindicte. Parfois, évidemment, ça peut toucher quelquefois, et puis on commence à avoir un peu le cuir épais à force d'avoir des couteaux plantés dans le dos. Ça a été difficile de concilier votre métier de médecin et votre rôle de député? Ça a été une grosse organisation au début. Une grosse organisation au début parce que en 2017, il a fallu trouver un remplaçant pendant la campagne tout d'abord, et puis ensuite trouver un remplaçant et un médecin associé pour les 5 ans. Donc il y a eu
petite période de rodage entre mon secrétariat médical, mes patients, mon remplaçant et puis mon équipe parlementaire. Puis on a trouvé un rythme. Alors comme je le disais tout à l'heure, eh bien, les lundis matins, les vendredis après-midi au cabinet, 3-4 nuits par mois au SAMU, à la régulation 15, plus le travail parlementaire. Souvent, très honnêtement, la variable d'ajustement, c'est la famille, malheureusement. Mais ça a été très dense, mais très complémentaire. Je reste dans un sujet que vous connaissez bien. On parle de médecins. On a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à avoir un médecin traitant. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins qui partent en retraite ou qui partent peut-être. Et on n'arrive pas à trouver un médecin. Alors comment on fait? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on travaille là-dessus? Qu'est-ce que vous proposez justement, vous qui avez vraiment les deux pieds dedans, quoi? Alors, d'abord, effectivement, j'ai envoyé une note de 20 pages au président de la République et à la ministre de la Santé, que je connais bien, Brigitte Bourguignon. J'ai été auditionné il n'y a pas très longtemps par le professeur Queneau à l'Académie de médecine, justement pour faire ces propositions-là. Mais il y a déjà des réalisations concrètes. Je crois qu'il faut juste replanter un tout petit peu le décor, savoir que nous avons de moins en moins de médecins suite à la problématique du numerus clausus, que nous avons réformé, puisqu'on a supprimé le numerus clausus. On a beaucoup de médecins qui partent à la retraite, une activité médicale qui a évolué, avec moins d'activité en général. Bref, tout ça étant dit, on a moins d'offres médicales. Et puis on a souvent même une plus grosse demande de soins. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Notamment renforcer ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont en train de mailler le territoire. Nous, on en a une sur Feur, on est en train d'en constituer une, j'en fais partie, sur Montbrison, pour relier l'hôpital à la ville, et puis pour faire travailler les médecins, les infirmières, les infirmiers de pratique avancée ensemble. Il faut qu'on redonne du temps médical aux médecins. Juste un petit chiffre assez intéressant, les médecins estiment qu'il y a à peu près 25% de leur activité qui n'est pas médicale. Donc ce que je veux dire, c'est que... Administratif? Essentiellement administratif. Donc ça veut dire si demain, vous êtes capable de faire en sorte que ces 25% soient remis sur le temps stricto sensu médical, vous allez vous retrouver avec quand même mécaniquement beaucoup plus de médecins ou de temps médical sur le papier. Ça veut dire qu'il faut embaucher des secrétaires au lieu d'embaucher des médecins? Alors c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que d'abord, embaucher les médecins, est-ce qu'il faut faire du salariat médical? C'est une discussion qu'on peut avoir, effectivement. Mais les assistants médicaux, notamment, qui sont financés par l'État, c'est 4000 assistants médicaux. Ça, c'est en place, c'est actuel. Les médecins peuvent les utiliser. Et puis, c'est aussi le fait de déléguer des tâches, notamment avec les infirmiers de pratique avancée, faire en sorte que ces infirmiers ou infirmières puissent faire du renouvellement d'ordonnance. Et puis, moi, je suis en train de développer sur la plaine ce que j'appelle le SOS médecin rural, c'est-à-dire envoyer des infirmiers de pratique avancée ou infirmiers avec du matériel de téléexpertise pour pouvoir aller voir les patients, notamment chez eux, en visite à domicile, et avoir un avis avec un médecin traitant pour voir s'il y a besoin de se déplacer ou pas, ou pour les soigner directement. Une dernière chose, avec le Conseil territorial de santé, avec l'ARS et le département, on est en train de faire des espaces de téléexpertise, avec d'un côté des infirmières dans tous les EHPAD du département, et de l'autre côté, des cardiologues et dermatologues pour avoir un avis cardio-dermato en téléexpertise, qui seront en général des cardio et dermato, soit à la retraite, soit du CHU. J'ai une idée qui est peut-être un peu bête ou stupide, mais alors des food trucks ou alors où tous les artisans se déplacent maintenant, on est à coiffeur à domicile, les toilettages à domicile. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager, je ne sais pas moi, des médecins ou des gens dans des milieux médicaux qui circulent comme on l'a avec les écoles, ça se faisait il y a 30 ans, hein, qui circulent dans les bibliothèques aussi, qui circulent dans les villes et qui disent mardi, on est sur la place du village et tous ceux qui veulent venir voir s'ils ont un petit bobo ou de la prévention, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire aussi? Ou alors on fait on part en arrière et on est à l'heure de l'internet, maintenant on a juste à appuyer sur un bouton. Alors d'abord ne me tentez pas, parce que vous savez que dès que vous me mettez un camion et un barnum, soit je vais vacciner, soit je vais faire campagne. C'est peut-être pour ça que je l'ai dit, hein, mon inconscient. Mais ça, je suis bien, dès que vous me voyez, vous pensez à ça. Oui, ça peut être intéressant, s'agissant notamment des soins dentaires et éventuellement de soins très spécifiques. S'agissant de la médecine générale, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que je pense d'abord qu'il y a besoin d'humains. Et donc, l'histoire de la télémédecine, je la vois toujours avec la télé-expertise, c'est-à-dire avec 2 professionnels de santé à chaque bout du fil, et non pas une fameuse cabine où on rentre de manière totalement anonyme et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis par contre, le fait d'avoir cette fameuse, ce qu'on appelle la médecine foraine, c'est-à-dire je passe en camion, la question c'est qu'il n'y a pas de suivi derrière. Or, en médecine générale, il y a quand même besoin d'un suivi. Alors la question, c'est surtout ça, l'idée du SOS médecin rural, c'est aussi pouvoir projeter un médecin avec les collectivités territoriales, de se dire, voilà, on n'a peut-être pas forcément besoin d'un médecin en permanence dans une commune, mais il vient un jour ou deux, le lendemain vous avez dans le même local une infirmière ou un kiné, pour faire un suivi permanent. Et puis,
il y a aussi une force de conviction et de volonté d'installer des médecins. C'est ce que j'ai fait à Saint-Maël-Coureau. Et on a aujourd'hui un médecin avec une maison de santé pluridisciplinaire, donc 3 médecins qui tournent et qui viennent Saint-Maël-Coureau et qui viennent aussi à Chalmazel. Donc on redensifie aussi le territoire avec ces initiatives. Il y a un sujet qui me semble important aussi, c'est la vieillesse et l'autonomie. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui vieillissent de plus en plus et moi je trouve qu'on les met un peu dans des mouroirs et puis en plus on leur demande des sommes astronomiques qui n'ont pas forcément. Qu'est-ce qu'il faut faire là aussi? Il faut faire du service public, il faut faire du privé. Qu'est-ce qu'il faut envisager comme solution pour avoir un peu de dignité, je dirais, dans l'humain? Et je pense que tout d'abord, il y a la problématique du domicile. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester à domicile. C'est impératif qu'on soit capable de les aider à rester à domicile, donc de pouvoir augmenter les aides à domicile. On a augmenté aussi le salaire des aides à domicile, et c'était impératif parce qu'il faut bien aussi souligner le travail de ces personnes-là, et notamment souvent des femmes, qui sont sous-payées, donc on les a augmentés. Ça, c'est un premier volet. Mais vous savez, moi en tant que médecin, je m'en suis rendu compte, notamment dans les zones très très rurales du Mont-du-Forêt par exemple, laisser quelqu'un à domicile, c'est souvent prendre le risque qu'il soit vraiment tout seul à domicile, et parfois même totalement esseulé. Et souvent aujourd'hui, la seule solution, c'est on maintient à domicile, et jusqu'au jour où fracture de hanche ou choses comme ça, et on finit à l'EHPAD. On parlait de mouroir tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut faire évoluer les EHPAD, il faut faire plus d'humains dans les EHPAD. 50 000 recrutements infirmiers, infirmières et aides-soignants pendant le quinquennat qui arrive, et notamment sur les EHPAD, c'est un des engagements du président de la République, et c'est important pour remettre de l'humain. Mais entre ces deux extrémités, on a besoin de développer de l'habitat inclusif, partagé, intermédiaire en général, qui coûte moins cher par rapport à ce que vous disiez, qui valorise l'autonomie, parce que c'est très important de valoriser l'autonomie, et qui crée de la convivialité au plus proche des territoires, c'est-à-dire dans les petits villages. Et on a un projet comme ça, sur Saint-Jean-la-Vêtre notamment, où la municipalité, après qu'on soit concerté là-dessus, je leur ai dit, ce bâtiment-là, au lieu de faire du locatif pur, faites-en de l'accueil de personnes âgées. Et je pense que là, vraiment, on va au cœur du sujet. Il n'y a pas aussi, c'est peut-être une utopie, mais un mélange de population, c'est-à-dire mélanger un peu les vieux avec les jeunes, mélanger les crèches avec les... Je ne sais pas si c'est compatible, mais dans mon utopie, c'est un peu ce que j'espère. Mais c'est une utopie que j'espère concrète et réaliste à un moment donné. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que lancer évidemment l'habitat partagé inclusif, c'est important, mais derrière ce dont je rêve, et j'aimerais que certaines municipalités s'y engagent, c'est d'associer ça à un tiers-lieu. Un tiers-lieu où on va avoir justement le fait de pouvoir faire converger diverses générations, les faire travailler ensemble. Et puis je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de faire valoir, de faire reconnaître ce que l'on sait. C'est-à-dire qu'on peut être à la retraite, on peut avoir 80 ans et avoir énormément de compétences encore dans tel ou tel domaine. À transmettre notamment. Et à transmettre, et justement dans un tiers-lieu comme ça peut être absolument génial. Ça valorise énormément tout le monde. Dernière question de santé, j'ai pas la maîtrise totale de votre circonscription, mais j'ai le souci où j'ai pu lire qu'il y avait des soucis au niveau des hôpitaux aussi. On en est où? Qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les projets? Et il me semble qu'il y a des choses qui ont fusionné et que vous n'étiez pas très d'accord. J'ai pas très bien suivi, donc je vous demande des précisions. Bon, alors, on va la refaire depuis le début. Ouais. Vous avez du temps? Ah oui, j'ai du temps. Je crois que j'ai toute l'année devant moi. Non, le centre hospitalier du Forêt, on a lu beaucoup de choses dessus. D'ailleurs, je regrette que ça soit souvent un sujet qui permet à certains de pouvoir exister ou faire de la politique. Je regrette parce que d'abord, c'est très dévalorisant pour ce qu'est l'hôpital. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de patients aujourd'hui qui nous disent moi, je ne vais pas aller à l'hôpital de Montbrison ou de Feur parce que j'ai lu dans le journal que... Donc c'est très dévalorisant. C'est dévalorisant aussi pour les soignants qui y travaillent. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent on est inquiet, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, notamment quand c'est pas vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le centre hospitalier du Forêt, donc Feur et Montbrison, qui ont fusionné depuis maintenant quelques années, effectivement, n'ont pas toujours réussi à trouver une dynamique l'un avec l'autre. C'est pas évident, il y a souvent aussi des critiques d'un établissement vers l'autre s'agissant des financements. Bon, aujourd'hui la question c'est surtout de savoir ce qui est actuellement vrai. Ce qui est actuellement vrai, c'est que les services existent, qui sont même pérennisés, notamment les urgences de Feur comme Montbrison, les SMUR de Feur comme Montbrison, et même la réanimation, puisque la réanimation on était en soins intensifs, ce qui est un niveau en dessous, et que depuis le Covid on l'a mise en réanimation et qu'on l'a pérennisé en réanimation parce que ça fonctionne bien. Maintenant, la question, c'est de leur mettre de l'argent pour pouvoir faire des urgences réhabilitées, rénovées à Montbrison et à Feur, pour faire de la chirurgie rénovée, réhabilitée à Montbrison et de la réa pareil à Montbrison. Ça, c'est un projet médical. Et le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas un projet médical, ce qui est logique, tant qu'on n'a pas de projet, c'est difficile d'avoir les financements. Alors, on a déjà 28 millions d'euros de financement qui sont arrivés par l'ARS depuis 2018.
c'est 28 millions d'euros. Seuls 2,9 ont été engagés. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'on aurait pu aller un peu plus vite. C'est un fait. Aujourd'hui, passons à la vitesse supérieure, projet médical, et on construit. Et j'avais Brigitte Bourguignon l'autre jour au téléphone qui me dit « mais pas de souci, faites un projet, finissez-le, avancez-le ». Et j'ai d'ailleurs milité, puisque je fais partie du conseil de surveillance, milité pour que justement on avance sur ce projet, qu'on ait un calendrier, et qu'on puisse concrétiser tous les projets. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dessus. Il faut qu'on soit créatif, positif, on sera financé. Il faudra aussi que le groupement hôpital-territoire, c'est-à-dire le GHT de la Loire, joue son rôle, notamment avec le CHU, pour pouvoir avoir des échanges de professionnels de santé, mais ça fonctionne. Et en plus, on a un bassin de vie démographique, en augmentation démographique, avec une augmentation du besoin de soins. Donc, pas de souci. Petite question technique au niveau médical. Qui est le plus, j'allais dire entre guillemets important, mais qui c'est qui est décisionnaire? C'est un maire, c'est un député, c'est qui finalement Vous êtes un relais ou vous êtes quelqu'un qui décide? Dans le cas concret du Forez, si vous voulez, il y a un député qui est vraiment moteur. Et c'est pour ça que je vous dis, on a pérennisé un certain nombre de services, parce qu'on a, j'ai fait le travail auprès du ministère, parce qu'on a obtenu un financement pour l'opération 1000 premiers jours à la maternité au pôle mère-enfant à Montbrison. Donc là, on travaille sur le fond, vraiment, du sujet. Et puis, on peut aussi avoir des gens qui sont particulièrement retors et plutôt, mais qui mettent un peu les bâtons dans les roues. Et je pense notamment aux deux coprésidents du conseil de surveillance, qui sont les maires de Feurs et Montbrison, ils pourront dire ce qu'ils veulent, ils pourront lever leurs petits poings et nous dire qu'il faut défendre le service public. Sauf que moi, j'ai été le seul au conseil de surveillance à défendre une offre publique pour l'EHPAD de Montbrison. Pendant ce temps-là, ils ont souhaité le revendre au privé. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un EHPAD à Montbrison, donc, qui est devenu privé, qui ne fait plus son rôle de lit d'aval, c'est-à-dire qui accueille les patients de l'hôpital de Montbrison et de Feurs. Donc ça, c'est un peu dommage. On a des salariés qui étaient auparavant dans le domaine public, puisqu'ils étaient à l'EHPAD de Montbrison, qui faisaient partie de l'hôpital de Montbrison, qui sont obligés d'être reclassés. Puis pour l'anecdote, aujourd'hui, la restauration de l'hôpital de Montbrison fait des repas journaliers à 10 €, qu'elle vend 8,50 € à l'EHPAD privé, donc à perte. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on peut être moteur et puis on peut aussi être bâton dans les roues. Après, je laisse les gens juger. Donc si j'ai bien compris, au niveau de la santé, vous avez du travail, du pain sur la planche si vous êtes réélu. Oui, mais c'est avec un vrai plaisir. C'est avec un vrai plaisir, que ce soit la ville, que ce soit l'hôpital, que ce soit la défense du service hospitalier, le travail entre les deux. Il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'évidemment, 50+, c'est aussi une confirmation et ça permettra d'avancer encore plus vite, peut-être même en étant ministre d'autonomie. Vous parlez de 50+. Est-ce qu'il y a une durée dans votre raisonnement de mandat? C'est-à-dire qu'il y a un député que j'ai rencontré il y a quelques jours qui m'a dit seulement 2 mandats s'il est réélu. Est-ce que vous vous êtes dit si je suis réélu c'est le dernier, ou alors je suis là pour encore quelques années? Non, je ne sais pas, je ne me suis pas concerné avec le dit député, mais en toute honnêteté, oui, très clairement, moi je le dis très ouvertement. Un deuxième mandat, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à concrétiser, notamment sur le handicap, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, mais pas spécialement envie d'aller encore plus loin. Je pense qu'à un moment donné, il faut changer. On est un peu trop dans la redite. Je pense qu'au bout d'un moment, un deuxième mandat, c'est bien pour confirmer, pour accompagner, pour aller un peu plus loin ce qu'on a fait dans le premier. Mais après, il faut aussi savoir passer la main. C'est là aussi où peut-être qu'on prépare la suite avec sa suppléante? C'est là aussi où on peut préparer la suite avec sa suppléante, effectivement. Oui, tout à fait, oui. Entre autres. Alors, on a beaucoup parlé de santé, ce qui était assez logique face à un médecin. On entend beaucoup parler les Français, et notamment les Ligériens, puisque on est dans la Loire, du pouvoir d'achat. Alors, la première question, c'est l'essence, elle n'arrête pas de grimper. Est-ce qu'on peut, je pose souvent la question, est-ce qu'on peut même parler d'écologie et en même temps parler d'un prix de l'essence qui serait raisonnable? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un prix de l'essence qui est raisonnable? Ça, je ne sais pas. Parce que je vais vous donner ma définition. On entend de plus en plus de gens qui ne veulent plus aller travailler parce que ça leur coûte trop cher de mettre de l'essence et qu'il n'y a plus aucun intérêt. Donc déjà qu'avant, il n'y avait pas un gros intérêt chez certains, aujourd'hui, ça devient compliqué. Alors, on va faire un petit focus sur cette problématique-là, parce que au-delà du prix de l'essence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut évidemment que le travail paye plus et qu'il y ait une plus grande différence, un plus grand delta entre ceux qui ne travaillent pas, ou j'ai envie de dire pour certains qui ne veulent pas travailler, parce qu'on a quand même un certain nombre d'offres d'emploi aujourd'hui, et puis ceux qui travaillent. Donc évidemment, il faut qu'il y ait cette différence-là, il faut faire une différence nette entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Bon, ça c'est le premier point. Mais pour revenir à votre question sur le carburant, autant là, on parlait tout à l'heure
de l'aspect santé, et il y a énormément de choses à faire au niveau national, bien sûr, mais moi, en tant que professionnel, j'ai beaucoup de choses à faire sur le territoire. Autant là, pour le coup, vous êtes en train de nous parler d'un sujet qui est capital, dans le sens où il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale avec le président de la République. Pourquoi ? C'est pour lancer un certain nombre de réformes sur le pouvoir d'achat. Et donc sur le prix de l'essence, la question c'est continuer les 15 centimes de remise, mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, elles sont très atténuées, ces remises-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt baisser les taxes, comme la TVA, des choses comme ça, sur l'essence ? Et alors ça, j'aime beaucoup ce genre d'argument, je l'entends d'ailleurs notamment par certains opposants. Je suis juste le relais de ce que j'entends. C'est pour ça que je le dis. Je sais. Et vous êtes, même si j'ai un avis très fort sur tous ces sujets. Un avis expert. Juste, moi quand j'entends certains, notamment à la région, nous dire tiens, on pourrait baisser la TVA. Moi j'aime beaucoup parce que, et j'y reviendrai après au niveau de l'État, mais sur la région, les régions elles sont financées par la TVA. Donc moi je veux bien, mais il va falloir que les régions probablement acceptent qu'on les subventionne moins, puisque si on baisse la TVA, qui est le principal revenu des régions, ça c'est le premier point. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite fraction dans votre litre d'essence qui est due à la région. Je n'ai pas entendu aujourd'hui les régions vouloir baisser leurs taxes dessus. Peut-être ai-je mal entendu, mais en tout cas je ne l'ai pas entendu. Bon. S'agissant de la baisse de la TVA par l'État, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que l'on reverse avec les 15 centimes pour la population générale et même plus sur certaines professions, ça coûte plus cher que ce que l'on engrange en TVA, en TIPCE sur l'augmentation du prix du litre. Donc vous voyez, finalement, on peut baisser la TVA, comme le propose le Rassemblement national notamment, mais ça rapportera moins, entre guillemets, aux Français que ce qu'on est en train de faire actuellement avec la baisse. Alors après, la question, c'est de se dire, et vous le disiez en introduction, c'est aussi de se dire comment on fait la transition écologique, comment on fait pour... C'est un des paradoxes. Hein. Voilà, pour faire en sorte qu'on va aller aussi vers moins de carbone, moins d'émissions carbonées, et avec des véhicules plus propres. C'est l'engagement du président de la République, là encore, c'est de faire en sorte qu'on ait des véhicules aux alentours de 100 € par mois. Alors, pour les ménages les plus modestes, pour celles et ceux aussi dont c'est le métier tous les jours, je pense aux infirmiers et infirmières, par exemple. Comment on fait ça ? On fait ça avec un certain nombre de véhicules qui, par définition, seront majoritairement produits en France ou en Europe, et puis surtout avec un État qui va permettre de payer le premier loyer, ce qu'on appelle le loyer majoré, qui est parfois élevé, 5, 6, 7 000 €, qui permet de rebaisser le prix mensuel aux alentours de 100 €. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi, dans le système, à revoir certaines choses ? Il y a des gens qui achètent des voitures et puis qui s'en servent 2 fois par semaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses plus rentables, des aides pour louer les véhicules, pour partager des véhicules, je ne sais pas. Peut-être que ça existe déjà, bien sûr que ça existe, mais est-ce que ce n'est pas des choses aussi où on pourrait peut-être travailler aussi ? Parce que c'est vrai que c'est quand même stupéfiant de voir 100 voitures bloquées et chaque fois une personne dans chaque voiture, quoi. Tout à fait, vous avez complètement raison, et ça sous-entend, alors de l'autopartage éventuellement, vous avez raison, mais ça sous-entend aussi une grosse chose et qui me tient particulièrement à cœur, et je l'ai noté dans certains de mes tracts, les mobilités du quotidien, les mobilités en transport en commun. Moi, je suis en train de travailler avec les élus locaux sur un parking multimodal situé à Andrézieux avec un projet de tram-train qui pourrait aller de cette zone-là jusqu'à Saint-Étienne et éviter ce fameux nœud de la Gouillonnière dont on entend régulièrement parler. C'est la réouverture de la ligne entre Saint-Étienne, Montbrison, Noir-Étable et Clermont-Ferrand avec un train à hydrogène. C'est aussi ça les mobilités du quotidien, mais avec des mobilités sur lesquelles il faut mettre de l'argent. C'est-à-dire où on sait qu'on a un cadencement régulier, qu'on est sûr de pouvoir le prendre toutes les 15 minutes, une demi-heure lorsqu'on est à Andrézieux par exemple pour venir à Saint-Étienne, pour qu'on se dise finalement est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture, et en plus ça me coûte moins cher et ça pollue moins. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors dernière remarque, je ne sais pas si vous avez une influence là-dessus, vous êtes député. Moi je me rends compte aussi que tout le monde fait la même heure. On est tous à 8h et tous midi et tous 2h et tous 6h. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait commencer à 8h10, toi à 8h20 et il y a des, comme un peu les trains, il y a des cadencements. Il n'y a pas des choses à trouver là aussi ? Si, mais c'est vrai que si vous regardez par exemple, je prends un pôle important de recrutement, c'est l'hôpital par exemple, l'hôpital Nord, ça va être compliqué. Non, c'est vrai que c'est pour ça, ça serait. J'entends l'idée, et c'est vrai qu'on pourrait peut-être travailler avec certaines entreprises pour essayer de cadencer. Mais sur une grosse structure comme l'hôpital, qui est un énorme employeur, d'un coup d'un seul, vous ne pouvez pas changer les horaires de travail, c'est vachement compliqué. Je vais être une fois encore provocateur, mais moi, j'ai vu beaucoup de gens arriver à 8h et puis prendre un café jusqu'à 8h20. Donc il y a peut-être des. À l'hôpital ? Non, je ne me permettrai pas. Je n'ai jamais travaillé à l'hôpital et j'ai toujours été bien soigné, donc je ne veux pas dire du mal. Mais j'ai vu des entreprises où il y a des gens qui passent quand même pas mal de temps au café. Donc
Donc il y a peut-être des solutions intermédiaires. Moi je pense, alors je n'ai pas la même expérience que vous du café dans l'entreprise. Moi non plus d'ailleurs. Mais peut-être, probablement, peut-on essayer, essayer de contractualiser, essayer de contractualiser avec les entreprises pour pouvoir décaler un petit peu. Je suis d'accord. La seule remarque, c'était de changer les choses. Oui, bien sûr. Oui. Les choses sont en train de changer aussi. Moi, je parle de mon côté Le professionnel. télétravail. Le télétravail, entre autres. Parce que depuis le Covid, on a appris à travailler autrement. Moi, je le vois même dans mon entreprise à moi, où le télétravail était finalement quasiment totalement banni. Et on voit quand même que l'état d'esprit change. Voilà, en France, on apprend à travailler en télétravail. Jusqu'à présent, il y a télétravail, les gens ne font rien chez eux. Et non, il y a justement une structure qui est en train de se mettre en place. Donc, et qui va éviter aux gens de prendre leur voiture aussi. Parce que si on peut faire une journée de télétravail par semaine, ça veut dire qu'on va réaménager son temps de travail. Oui, mais je vais vous dire que celui qui est chez lui, qui travaille, il use son ordinateur, il use son électricité, il use pas mal de choses qu'il n'usait pas avant, quoi, aussi. Oui, alors en termes d'énergie. Hein. En termes d'énergie, c'est vrai. Alors il y a certains employeurs aussi qui aident justement pour ce télétravail, qui vont donner des chèques énergie ou des petites primes pour aider. Alors bien sûr, toutes les personnes ne sont pas concernées. Hein, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que le boulanger a du mal à faire du télétravail. Oui, le boulanger a du mal à faire du télétravail. Ou même le médecin. Mais on fait de la télémédecine. Oui, voilà. Et on voit de plus en plus quand même de zones de covoiturage. Moi qui roule beaucoup, je vois, et quand vous parlez, on est tout seul dans ces voitures, c'est vrai, mais les états d'esprit changent et c'est un travail à faire au quotidien et pas seulement qu'avec l'État. C'est nous-mêmes aussi qui devons avancer là-dessus. Dernière question sur les transports, est-ce que vous êtes pour ou contre les transports gratuits ? C'est une bonne question. Moi, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ça soit là. Alors, attention. Dans la zone où on est, je ne suis pas sûr que ça soit ça la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est même pas ça. C'est-à-dire, on n'en a même pas à ce niveau-là. Je pense que dans une ville comme Saint-Étienne, la question se pose, et ça peut être tout à fait intéressant. Parce qu'il y a déjà le réseau. Mais nous, quand on se promène, et qu'on écoute sur les marchés ou autres, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens ? Ils disent, mais d'abord, j'aimerais bien avoir un transport, j'aimerais bien qu'il soit coordonné, parce que moi, j'ai parfois des gamins qui me disent, moi, je mets 1 heure pour aller à tel endroit, après, à 5 minutes près, je rate le bus, donc je suis encore obligé d'attendre 3 quarts. Ils en sont même pas au prix, ils en sont simplement à se dire, si je pouvais faire un trajet de 30 km en une petite heure, ça serait sympa plutôt que 2 heures. Déjà, si on en arrivait à ça, ça serait super. Et d'ailleurs, j'ai souvent sollicité le conseil départemental et le conseil régional, puisque maintenant c'est le conseil régional sur ces mobilités, j'attends encore les réponses. D'ailleurs, puisque vous en parlez, il y avait des soucis de ligne sur Boin. On en est où aussi ? Est-ce qu'on va remettre des trains ? Comment ça avance ces dossiers ? Alors, entre Boin et Thiers. Entre Boin et Thiers. Là encore, on attend une toute petite réponse de la région. C'est-à-dire que, pour être très clair, il y a ce qu'on appelle le CPER, le contrat de plan État-région. C'est quoi ? C'est l'État qui dit, on va faire en sorte d'accompagner, avec un plan de coordination avec les régions, accompagner la réouverture des petites lignes. Et on met l'argent sur la table pour le faire. Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région qui n'a pas encore contractualisé, s'agissant notamment de cette petite ligne. Alors, on lance une étude. Là, actuellement, la région lance une étude. 300 000 € d'étude. On sait déjà, grosso modo, que ça sera plutôt pour nous dire qu'il faut un bus. Voilà où on en est, à ce stade. Un autre sujet qui est passé un peu en retrait, mais on en parle quand même pas mal, notamment dû aux derniers événements au Stade de France, donc un peu loin de votre circonscription. Mais au niveau de la sécurité, on parle toujours plus de policiers, on parle toujours plus de caméras. Mais est-ce que c'est ça la solution aussi ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut plus de policiers, oui. Plus de forces de l'ordre, oui. Parce que ça veut dire aussi plus de présence, globalement, mais aussi plus d'humains. Donc je pense que c'est quand même très important de le faire et on s'y engage. Après, derrière, il faut aussi qu'il y ait une complémentarité entre le fait d'être arrêté et sanctionné. Et donc, et quand je dis sanction, c'est pas forcément de la prison, mais simplement qu'il y ait une corrélation entre voilà ce que j'ai fait qui n'était pas bien, et pourquoi j'ai été arrêté, et pourquoi je suis sanctionné. C'est pour ça qu'on met plus 30% sur le budget de la justice, plus 8500 personnels dans les tribunaux, parce qu'il faut qu'il y ait une justice plus rapide, plus efficace. Quand je dis efficace, c'est pas une critique, mais c'est parce qu'ils ont besoin de plus de personnel et de moyens pour être plus efficaces. Donc ça, déjà, c'est, à mon avis, la priorité. La vidéo partout, oui, effectivement, on peut toujours trouver des exemples sur lesquels ça a rendu service, mais je me répète, plus d'humains, c'est important. Après, on a souvent des incivilités, parfois, qui vous gâchent qui pourrissent la vie des le gens quotidien. au quotidien.
Et c'est là aussi que je vous dis que c'est pour ça que je pense qu'il faut plus d'humains un petit peu partout. Et comment on fait plus d'humains? On fait plus d'humains parce qu'on met plus 10 000 personnels de force de l'ordre sur le terrain, mais aussi parce qu'on les, comme pour le temps médical tout à l'heure, on les réengage sur leur temps vraiment de métier et non pas sur les temps de procédure, de bureaucratie. C'est ça aussi qui est important, ça leur redonne du sens dans leur métier. On a fait plusieurs sujets là. Je vais revenir sur l'écologie. On a toujours l'impression, quand on écoute les débats ou qu'on écoute les politiciens, que l'écologie c'est quelque chose de gauche. Est-ce que l'écologie, votre vision de l'écologie, c'est la même que les gens de gauche ou alors c'est une vision tout à fait différente? Alors, je ne sais pas exactement s'il y a une écologie de gauche. Je ne sais pas, dans la NUP, il y a les écolos. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'écologie à l'extrême droite, ou à la droite extrême d'ailleurs, ça c'est sûr. Et on le voit d'ailleurs dans les tracts de nos concurrents. Il n'y avait pas d'idée du tout. Après, je pense qu'il y a aussi la volonté d'une écologie concrète. Parce que, si vous voulez, il y a l'écologie du diagnostic, ce qu'on voit souvent, effectivement. Alors, on est bon pour les diagnostics. Voilà. Et moi, si vous voulez, si vous avez un médecin, je suis désolé de faire le parallèle, mais si vous avez un médecin que vous allez voir en disant « Docteur, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge », et que le médecin vous dise « Oui, effectivement, vous avez de la fièvre et mal à la gorge. Et au revoir, monsieur. » Je ne suis pas sûr que ça va vous emballer. Moi, je préfère un médecin qui vous donne un diagnostic et surtout un traitement. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'être pragmatique, d'être cohérent. C'est pour ça qu'on fait aussi des centrales nucléaires, parce que c'est aussi de la décarbonation dans l'état actuel des choses. Il faut trouver d'autres solutions pour la suite. Il faut aussi ça, il faut aussi se rendre réaliste sur le fait que c'est pas toujours évident d'implanter des éoliennes ou des panneaux solaires, et pourtant c'est très important de le faire, mais les premiers qui vous demandent d'en mettre sont aussi les premiers à vous dire qu'il ne faut pas le faire, en tout cas pas chez eux. Pas trop près de chez eux. Pas trop près de chez eux. Comme les prisons en général. Oui, voilà. Mais c'est vrai aussi que derrière, il y a besoin de, petit 1, moins émettre de carbone. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les mobilités du quotidien. On en revient aussi à l'engagement de rénover les bâtiments parce que les passoires thermiques, c'est une des premières. C'est la première d'ailleurs création de CO2 et émissions de CO2 dans notre pays. Et puis il y a besoin, et ça moi c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, de reforestation. Alors reforestation partout dans le monde, mais notamment aussi partout chez nous, parce que les arbres sont la seule solution pour absorber du CO2. Et ça c'est concret, et vraiment il faut qu'on avance dessus. Et pourtant dans les villes on les voit de plus en plus disparaître les arbres. Ouais, mais c'est valable partout. Il faut peut-être plus de places de parking, c'est peut-être pour ça. Ah, ça peut arriver. mais au-delà de ça, moi je vais vous prendre l'exemple de notre circonscription qui est plus rurale. On a aussi ce qu'on appelle les coupes à blanc, parce qu'aujourd'hui le bois coûte cher, il est valorisé. Donc des propriétaires coupent pour vendre, mais ne replantent pas ou ne cultivent pas la forêt. Il faut une durée aussi pour que ça repousse. Oui, bien sûr, mais c'est un tapis roulant, c'est un turnover permanent, mais ça s'entretient, c'est un vrai travail. Puis il y a un vrai sujet aussi, vous parliez tout à l'heure effectivement du fait de la fameuse expression anglaise, not in my backyard, mais le fait de ne pas être juste à côté, si vous voulez. Moi je crois qu'au contraire, s'agissant de l'écologie, il faut parfois que ça soit un peu à côté. Je prends l'exemple notamment des déchets. Il faut aujourd'hui qu'on avance sur les déchets. Il y a un gros souci là aussi. Moi j'ai entendu beaucoup d'élus nous dire oui mais on augmente la taxe, machin. Oui, la taxe, ça fait très longtemps qu'on a dit qu'on allait l'augmenter. Elle commence seulement à augmenter, mais ça fait aussi très longtemps qu'on leur a dit on va l'augmenter. Et on vous donne des subventions pour justement adapter vos collectes, pour faire plus de tri. Il faut faire plus de tri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme les transports en commun. Quand vous avez, je vous parlais tout à l'heure du cadencement, quand vous avez un métro toutes les 2-3 minutes, vous ne posez pas la question, vous allez dans le métro. Quand vous avez une poubelle jaune dans laquelle vous dites je mets tout, grosso modo, sauf les déchets organiques parce que ça sera du compost, vous ne posez plus vraiment de questions sur le tri et vous le faites automatiquement. Donc il faut rendre ce tri plus efficient, plus efficace. Il y a peut-être aussi une autre solution à ce niveau-là, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir 1 kilo de carton pour acheter 4 yaourts. Mais donc les industriels, il devrait y avoir des règles aussi. C'est ce qu'on a fait, on a légiféré pendant le mandat là-dessus, on a supprimé les gobelets, les touillettes en plastique, mais on a aussi mis un stop au suremballage, évidemment. De l'écologie à l'agriculture, il n'y a qu'un pas. Ah ben. Qu'est-ce qu'on va faire dans votre circonscription au niveau de l'agriculture? Puisqu'on voit là aussi qu'ils ont de plus en plus de mal, les paysans, les agriculteurs, à rester en activité ou alors à transmettre, ou alors même à vendre leurs produits, parce que je suis toujours... je vais encore parler de mon cas personnel, mais je suis toujours choqué de voir des produits qui viennent de Pologne et des pays de l'Est chez les discounters et qu'on n'a pas les produits de nos voisins, quoi. Je vous sens pas sympa avec la Pologne quand même. C'est vrai, je vais être honnête, j'ai quelque chose contre la Pologne. Ah bon, ouais. Non, c'est juste la prononciation. On en reparlera après. On va bientôt parler de la Sicile aussi. Voilà, donc... c'est plus dangereux la Sicile.
On a énormément de choses à faire, effectivement. Il y a un projet de loi qui va arriver. Et là encore, il nous faut une majorité à l'Assemblée pour le voter, pour le tenir, pour le faire avancer. Avant de parler de ce projet de loi, tout d'abord Egalim 2. Egalim 2, c'est ce que les agriculteurs souhaitaient pour retrouver de la valeur ajoutée dans leurs exploitations. Moi, je les ai rencontrés plusieurs fois. Je leur ai dit, attention, on a voté Egalim 2, c'est ce que vous vouliez. Maintenant, par contre, il faut l'appliquer dans vos exploitations. Il faut que... Alors ça, je ne sais pas si ce sont les syndicats, les chambres d'agriculture. D'ailleurs, je leur aurais posé la question l'autre jour. Ils n'étaient pas tous d'accord là-dessus, mais il faut qu'ils soient capables de se coordonner pour signer ces contrats Egalim 2. Ça, c'est important. Ensuite, le projet de loi qui doit arriver, c'est quoi? La formation. Encore de la formation et surtout promouvoir ce qu'est le rôle d'agriculteur et promouvoir aux yeux de la population et notamment des jeunes. Deuxièmement, c'est le foncier. Faire en sorte que le foncier agricole, les agriculteurs puissent le transmettre, puissent l'acquérir de manière plus simple et qu'on évite d'avoir des achats de ce foncier par des investisseurs étrangers. Et puis évidemment, c'est la question de remettre toujours de la valeur ajoutée, de remettre du circuit court. Ça c'est important, vous en parliez justement, c'est le circuit court, c'est les projets alimentaires territoriaux, les PAT, c'est ça qui permet de valoriser les circuits courts. On l'a déjà fait, parce que moi quand j'entends aujourd'hui certains nous dire c'est inadmissible, on commence à dire aux gens qu'il ne faut plus manger de viande. Non, c'est pas ça la question. Sauf que quand vous savez que dans la restauration hors foyer, 60% de la viande mangée, elle n'est pas d'origine française, la question c'est peut-être déjà de savoir comment on fait pour mettre de la viande française dans les assiettes en France. Donc ça c'est la priorité, c'est aussi une valeur pour les émissions de carbone. Moi j'ai fait voter... souvent tout est relié. Moi j'ai fait voter, et moi je l'ai souvent dit aux agriculteurs et je continue de leur dire, les Français vous aiment. Les Français vous aiment. Vous, agriculteurs français, et notamment depuis la crise Covid. Et c'est pour ça que j'avais travaillé avec une autre collègue et on a fait passer un amendement que moi j'appelais le Nutri-Score. Pas le Nutri-Score, l'Agri-Score. Le Nutri-Score c'est autre chose. L'Agri-Score. Sur le modèle du Nutri-Score. C'est-à-dire, comme c'est qui le patron finalement, c'est-à-dire combien votre producteur est rémunéré. Et moi je suis intimement convaincu que quand vous avez deux produits au même prix, et qu'il y en a un, vous voyez que l'agriculteur est mieux rémunéré, vous pouvez être sûr qu'on va aller acheter celui où l'agriculteur est mieux rémunéré. Juste pour l'anecdote, le lait c'est qui le patron, c'est celui qui est le mieux vendu en France aujourd'hui. Peut-être qu'on met pas aussi l'accent sur la qualité. Parce qu'à légèrement plus cher des moments, c'est peut-être pas mal de manger quelque chose de meilleur et pour la santé, et puis pour le coup tout simplement. Alors vous avez raison, et ça me permet habilement de rebondir sur la problématique du Nutri-Score, justement. Je le trouve quand même vachement complémentaire. Et c'est vrai que ça me permet de revenir sur le Nutri-Score. Pourquoi? Parce que le Nutri-Score aujourd'hui, il va y avoir une problématique, notamment sur les AOP, les fromages, dont la forme de Montbrison, parce que finalement, le Nutri-Score, il simplifie la connaissance du score nutritionnel et à trop simplifier, on fait parfois un petit peu d'erreur. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on soit capable, j'ai fait une proposition de résolution, une proposition de loi dans ce sens-là, qu'on soit capable aujourd'hui de dire, sur mon Nutri-Score, je garde, j'en sais rien, 50, 60, 70% du Nutri-Score, et que je le pondère, que je l'associe avec un score qui est le score SIGA de l'ultra-transformation, pour faire en sorte que les produits ultra-transformés, qui sont souvent nocifs pour la santé, justement soient pénalisés. Quand on fait trop de chimie dans un produit, quand on fait trop de transformation industrielle, que ça soit pénalisé, parce que vous avez raison, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des agriculteurs mieux rémunérés, mais c'est aussi d'avoir des gens qui, quel que soit leur pouvoir d'achat, puissent avoir accès à la nourriture de qualité. On a évoqué quelques sujets, on ne peut pas tous les évoquer parce que le temps tourne. Je voulais qu'on revienne sur Horizon, sur votre formation politique. D'ailleurs, il y a le fondateur d'Horizon, l'ancien Premier ministre, qui est venu à Montbrison il y a quelques jours, on peut le dire. C'était... le 14 mai. Ouais, c'est ça. C'était juste à la veille de mon anniversaire, tiens. C'est pour ça que j'ai pas pu venir. Pourtant, vous aurez cordialement invité. Ouais. Donc, je voulais savoir comment ça s'était passé, cette invitation, comment les gens l'ont abordé, est-ce qu'il y a eu des questions un peu différentes, comment ça s'est passé cette visite et comment on fait venir un ancien Premier ministre dans sa circonscription. D'abord parce que Édouard Philippe, c'est un ami. On a travaillé ensemble sur des périodes parfois pas simple quand il était Premier ministre et moi député. On a créé un certain lien de confiance et d'amitié parce que voilà, on s'est retrouvés dans des situations difficiles. Et là, il l'a d'ailleurs dit devant un certain nombre de personnes, quand on est face à des difficultés, c'est toujours rassurant et réconfortant de savoir qu'il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Et c'était cette amitié réciproque et cette estime réciproque. Donc ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Je lui avais dit, ça serait bien que tu viennes, j'aimerais beaucoup que tu viennes. Et il m'a fait l'honneur. Est-ce qu'il avait envie de fourme?
Alors, je sais pas si je trahis un secret. Faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Faut pas le dire. Bon, je le dis pas. Faut pas le dire. Je le dis pas. Allez dire. Je le dis. Alors, c'est pas qu'il n'avait pas envie de four, mais on le coupera au montage. Il digère pas très bien le fromage. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Donc, On a enfin un scoop. Ouais. Le premier en 10 ans. Je vous remercie. Donc du coup, comment on fait ça pas à la fourme, mais comment on fait venir Édouard Philippe? Édouard Philippe, voilà, m'avait dit je viens. Il m'a fait l'honneur en plus de faire la première visite officielle pendant les législatives à Montbrison chez moi, sur toutes les visites qu'il a faites en France. Et puis voilà, donc on a eu des échanges très intéressants, et puis notamment sur le marché de Montbrison, on a eu beaucoup de gens qui voulaient le rencontrer, faire un petit autographe, signer, du moins faire un selfie, etc., avec beaucoup, et je pense que ça lui a fait intimement très plaisir, beaucoup de gens qui lui ont dit « on vous attend pour 2027 ». Voilà, on souhaite que vous soyez notre futur président, mais vraiment c'était très unanime, c'est un bon moment, c'est un garçon qui est très proche des gens, qui est très facile d'accès, et ça a été vraiment un bon moment. Ça veut dire que, toujours dans l'humour, le maire de Montbrison va adhérer à Horizon prochainement, non? Parce que j'ai vu qu'il y avait eu des choses qui se passaient mal faudrait-il pendant qu'on cette l'y visite. invite, parce que j'ai bien noté que c'était un problème d'invitation. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes d'invitation, vous savez, parce que moi, le député en place, alors, personnellement, j'ai pas le niveau d'égocentrisme de certains, parce que parfois on m'invite pas, hein, quand il y a des autorités qui viennent, notamment le président de la région, Wauquiez, quand il vient à Montbrison, le député Je n'est crois pas qu'il invité. sera là mercredi. Hein. Oui, bah alors, là pour le coup je suis pas invité non plus, mais bon, c'est dommage, on aurait pu converser notamment de la ligne de chemin de fer, par exemple, entre autres, ou des budgets pour la culture, ou de la formation des agriculteurs, enfin bon, bref, plein de choses comme ça qui apparemment sont un petit peu tendancieuses ces temps-ci. Bref. Donc je sais pas, oui, si le maire de Montbrison ira chez Horizon, ça je peux pas vous dire. Il était un peu choqué qu'on l'invite pas. Je rappelle simplement que le respect républicain, c'est d'abord effectivement d'inviter le député quand il y a des inaugurations, notamment le foyer des jeunes travailleurs à Montbrison, par exemple, qui était financé largement par l'État. Pareil, on a un peu oublié d'inviter le député, mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que moi je me suis pas plaint à ce moment-là. C'est de la bonne vieille guerre, elle est parfois de caniveau, mais c'est de la bonne vieille guerre. Simplement, quand un Premier ministre n'est plus Premier ministre, ce qui est le cas d'Édouard Philippe, bah, il n'y a pas spécialement de respect républicain. D'ailleurs, on avait averti le maire de Montbrison qu'Édouard Philippe était sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir Édouard Philippe, qui n'étaient pas spécialement invités directement, sont venus le voir. Bon, on verra, il n'est pas venu. Dernière question concernant Horizon, est-ce que vous allez être amené à travailler avec le maire de Saint-Étienne? Ah bah, au sein de Saint-Étienne Métropole, oui, bien sûr, puisqu'il y a des communes de Saint-Étienne Métropole dans ma circonscription. J'avais glissé le mot Horizon, il me semble, dans la question. Bah oui, parce que quand vous êtes à Andrézieux ou Saint-Galmier, vous voyez Oui, Saint-Étienne à l'horizon, oui, tout à fait, oui, bien sûr, oui. Belle langue de bois. Vous avez dit tout à l'heure que c'était votre dernier mandat de député si vous êtes élu. Est-ce qu'il y a d'autres... Ça fait vieux, je trouve, de dire c'est le dernier mandat. Regardez vos cheveux, ils ont Oui, blanchi c'est vrai en quelques que- années. Hein. Oui, ça c'est sûr. Dernière question politique, est-ce que vous justement vous projetez, on avait parlé il y a quelques mois ou même quelques années du département, est-ce que vous allez revenir dans la course pour le département dans l'année qui viennent? Est-ce que vous avez envie de Fourmes et de ville de Montbrison? Qu'est-ce que vous avez envie après? Ou alors vous allez redevenir un médecin et un citoyen? Alors d'abord, je crois encore être citoyen, a priori. Non, mais je veux dire un citoyen qui fait plus J'ai de... compris. Non, mais je blague. Des allers-retours entre Paris et Saint-Étienne d'ailleurs. Donc encore citoyen, encore médecin, mais vous voulez dire encore plus quoi que maintenant. Et puis je pense que quand on a fait déjà 5 ans et donc un certain nombre d'années en cas de réélection dans le législatif, on peut aussi avoir envie de poser ses valises, d'aller moins à Paris et d'être un peu plus dans l'exécutif. Donc peut-être des mandats locaux. Très probablement. Très peu. Ce rôle de suppléante, vous le voyez comment, Céline? Aujourd'hui, Si vous êtes élu, bien évidemment, le 12 et le 19. Ah. Hein, je rappelle que les élections, c'est le 12 et le le 19. 12 et le 19. Si vous y allez le 20, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Il faut vraiment venir le 12 et le 19. Comme je le disais tout à l'heure, on a la parité avec Julien, cette égalité. Moi, j'apporte toute mon expertise terrain, vraiment. Et c'est comme ça que je le vois. À la rencontre des associations, des chefs d'entreprise, et pour continuer tout ce travail qui a été fait depuis 5 ans. Et on a une réelle complicité. Et Professionnelle. Professionnelle, bien sûr. Et sportive. Oh là! Et sportive aussi, parce que... ouais. Elle fait du sport, j'ai des courbatures. Voilà, c'est ça.
Donc c'est comme ça que je la vois finalement. Hein. C'est comme ça que je vois ce rôle de suppléante au quotidien, tout le temps sur le terrain. Dernière comme ça, en tout question cas, que je- subsidiaire, Oui. j'ai envie de vous dire. On annonce une abstention énorme. Comment vous mobilisez les gens autour de vous? On vous voit tous, hein, tous les candidats, avec vos tracts et vos selfies sur les marchés, les réunions publiques, bien évidemment. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui vous disent « moi, j'irai pas voter » D'abord, leur présenter notre programme, évidemment, parce que je pense qu'on a un formidable bilan à défendre et surtout beaucoup de belles idées à promouvoir autour du président de la République. Et puis nous, du coup, on s'est engagé à avoir des véhicules, et notamment un super véhicule recarrossé tube Citroën, Vintage, il me semble. vintage, effectivement, sur lequel eh bien, nous avons noté votons pour les élections législatives. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on n'a plus le droit aujourd'hui d'avoir nos têtes et nos noms sur un véhicule. C'est illégal. C'est considéré comme un affichage public illégal. Pourtant, beaucoup de candidats le font, il me semble. Eh ben oui, ils ont tort parce que c'est illégal. Alors après, c'est embêtant, si vous voulez, quand on veut être député, de ne pas connaître la loi. Vous voyez, c'est bon. Enfin bref. Et donc nous, on a pris le parti pris justement de ne pas nous afficher dessus, mais au contraire de promouvoir le vote, qu'il soit pour nous ou les autres, le vote. Aux législatives, c'était quand même important d'aller voter. Puis surtout, je trouve, ça vous donne une certaine légitimité après que si vous venez vous plaindre. Si vous n'avez pas voté, c'est un peu dommage. On a fait un grand tour de cette actualité. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je crois pas. Non, je pense qu'on On a est parlé bien. de beaucoup de sujets. On est pas mal. Hein. On a un programme On a été bon sur l'humour aussi. Hein. Ouais. L'humour aussi. On peut Mais il y en- continuer aussi il en parce faut, que- hein. Il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux et voilà. Moi, je vais faire comme à tous les candidats. Je vais vous souhaiter une bonne chance, bien entendu, qu'il y ait beaucoup de gens qui aient voté, parce qu'après, c'est plus facile pour se plaindre, comme vous l'avez fait. noté. Bonne continuation. Merci. On ira de toute façon vous voir dans votre circonscription si vous êtes élu, et même si vous n'êtes pas élu d'ailleurs. Et puis, on se donne rendez-vous le 19 pour les résultats. Avec plaisir. Et puis peut-être dans les semaines qui viennent si vous avez un nouveau mandat. Merci. Merci.